On avait terminé, on a du pain sur la planche d'abord. C'est souvent comme ça. Hein. Je crois on était là avec cette histoire de famille d'enfants. Donc on avait montré ça. Hein. On avait montré que effectivement le nombre moyen d'enfants dans les familles de 4 enfants ou plus était de 5,50 en 2009. C'est une information qui va nous être utile par la suite, c'est pour ça que je le remets là. Je ne reviens pas dessus. Question suivante. Quelle est la médiane du nombre moyen d'enfants par famille pour chacune des dates? Donc, effectuer si nécessaire une interpolation linéaire. Qu'est-ce que la médiane? Vous êtes en division 3 ou pas? Ok, donc vous avez vu la médiane en cours. Qu'est-ce que la médiane? Exactement, je pense que c'est vraiment la bonne manière de le dire. C'est la valeur de la variable qui sépare l'échantillon ou la population en deux parties de taille égale. D'accord? Donc la variable ici, c'est le nombre d'enfants et l'échantillon, c'est le nombre de familles. D'accord? C'est toutes les familles. Donc quelle est la valeur du nombre d'enfants qui sépare les deux familles, les deux populations en deux tailles, la population en deux parts de taille égale? 50% d'un côté, 50% de l'autre. Ok? Ici, ce qu'il faut comprendre, donc pour regarder ça, pour le savoir, il faut regarder quoi? Il faut en fait regarder les pourcentages. Vous voyez qu'il y a 45,2% des familles qui ont un enfant, 38,4% des familles qui ont deux enfants, d'accord, 12,9, etc. Donc, une manière de le repérer, c'est juste ici de constater, de construire ce qu'on a appelé la fonction de répartition. Là, je trouve qu'il n'est pas très performant aujourd'hui mon tableau, je ne sais pas pourquoi. Construire la fonction de répartition, et la fonction de répartition, c'est la fonction f qui nous donne le pourcentage, on va écrire ça comme ça, le pourcentage de famille de la population dont le nombre d'enfants, que j'appelle grand X, est inférieur à petit x. C'est ça la fonction de répartition. C'est repérer le pourcentage de gens dont f de x est inférieur à petit x. Donc ici, vous voyez bien que pour obtenir la fonction de répartition, il suffit juste de calculer ou de regarder ce qu'on appelle les fréquences cumulées. Donc 45,2% des familles ont un nombre d'enfants inférieur ou égal à 1. En fait, ils ont un nombre d'enfants égal à 1, parce que 1 est une variable discrète. Si on ajoute à 45,2, on ajoute 38,4, ce qui nous donne 83,6, d'accord? C'est 83,6. 83,6% des familles, c'est 45,2 plus 38,4, on est d'accord? C'est 83, ouais, c'est bien ça. Ont un nombre d'enfants inférieur ou égal à 2. Si on ajoute encore 2,9, on arrive à 96,4. 96 ou 96,4 ou 0,5, hein, après c'est une question d'arrondi. 96,5. 96,5% des familles ont un nombre d'enfants inférieur ou égal à 3. D'accord? Et puis évidemment, si on ajoute ensuite les 3,5 ou 3,6 qui restent, on arrive à 100%. 100% des familles ont un nombre d'enfants inférieur ou égal à 4 ou plus. Et c'est le problème du 4 ou plus dont on a déjà parlé, qui fait que l'échantillon est un peu bizarre. Donc ici, en faisant ça, en fait, j'ai construit la fonction de répartition. Vous êtes d'accord? C'est ça la fonction de répartition. C'est, regardez la définition, le nombre de familles qui sont caractérisées par un nombre grand X d'enfants inférieur à petit x, donc inférieur à 1, inférieur ou égal à 2, inférieur ou égal à 3, inférieur ou égal à 4. Le problème qu'on a dans cet exercice, c'est qu'on étudie une variable qui est une variable discrète, d'accord? C'est une variable quantitative discrète. Vous ne pouvez pas avoir 1,3 d'enfants. Donc, évidemment, cette fonction de répartition ici n'a de sens que pour des nombres entiers, j'allais dire, puisque vous ne pouvez avoir qu'un nombre entier d'enfants. Donc si on cherche à la représenter, d'accord, on peut tenter de la représenter.
moi, la manière dont je la représente, c'est la manière suivante. Je mets ici le nombre d'enfants. Donc, le nombre d'enfants, c'est 1, 2, bon, évidemment 0, mais vous avez compris qu'à 0, on n'est pas une famille. Donc, 3, 4, bon, et puis évidemment, on peut continuer. Ici, vous avez le nombre d'enfants, d'accord? Ça, c'est le nombre d'enfants. Et puis ici, vous allez mettre... Oh là là, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Elle ne fonctionne pas bien, ma tablette, aujourd'hui. Ici, vous allez représenter quoi? Bah, précisément, le pourcentage de familles qui ont un nombre d'enfants inférieur ou égal à petit x. D'accord? Et x, c'est le nombre d'enfants. Donc vous êtes d'accord avec moi que quel est le pourcentage de familles qui ont un nombre d'enfants inférieur à 0? 0. J'ai représenté la fonction maintenant. Donc je vais la représenter en rouge. Ok? Quel est le nombre de familles qui ont un nombre d'enfants inférieur ou égal à 0? 0. Un nombre d'enfants inférieur à 0,5. 0. À 0,99. 0. Et quand vous arrivez à 1, boum, on fait un saut. On fait un saut. Qu'est-ce qu'on fait comme saut? On fait un saut parce qu'on saute à un niveau qui est de 45,2. D'accord? Donc on saute là. Et puis quand on va passer à 2 aussi, faisons ce saut, d'accord? Donc ce saut, je le représente ici. Jusqu'à en dessous de 1, on est en dessous. Et puis boum, on fait un saut. Donc on saute comme ça. Et on passe à cette valeur qui va se stabiliser jusqu'à ce qu'on atteigne un nouveau point qui est le nombre de familles avec un nombre d'enfants inférieur ou égal à 2. Et vous voyez, pareil, à 2, jusqu'à 1,99, il ne se passe rien. Et puis quand vous passez à 2, tout d'un coup, boum, ça ressaute encore. Et ça ressaute à combien? À 83,6. Bon, vous pardonnerez pour mes échelles, qui ne sont pas très pertinentes. Mais là, ici, on va voir un saut pour atteindre ce nouveau point. Le point ici, 83,6. Et donc, on fait encore un saut. Et puis, entre 2 et 3, on se stabilise. Aucune famille, le nombre de familles qui ont un nombre d'enfants inférieur à 2,5 ou égal, c'est le même nombre que ceux qui ont un nombre d'enfants inférieur ou égal à 2. D'accord? Donc elle est plate, cette fonction. Et puis quand on arrive à 3, boum, nouveau saut. Mais cette fois, on saute à 96,5. 96,5. Donc on saute à cette hauteur-là. On est presque à 100%. Donc on saute à 96,5 et donc on est en ce point. Ensuite, entre 3 et 4, il ne se passe rien, d'accord? Et puis après, au-dessus de 4, la situation devient un peu compliquée pour moi parce que c'est 4 et plus. Donc le nombre de familles qui ont un nombre d'enfants inférieur ou égal à 4, d'accord? Et ben, c'est inférieur ou égal à 4 ou plus. Vous allez trouver ça bizarre, d'accord? On n'a qu'à mettre ça comme ça, c'est pas très c'est un peu bizarre comme notion. Puisqu'on ne sait pas ce qui se passe au-dessus de 4. Si on avait tout complété, on aurait pu faire des petits sauts comme ça jusqu'à arriver à la famille la plus nombreuse en France où il y a 19 enfants. On a mis 4 ou plus. Donc le problème, c'est qu'on a un petit problème de représentation en haut, mais c'est pas quelque chose qui est très intéressant. On saute. Quel est le nombre de familles qui ont un nombre d'enfants inférieur à 4 ou plus? D'accord? Ce qui n'a pas de signification, voilà, c'est 100%. Donc on a représenté ici la fonction de répartition. Et vous voyez que la fonction de répartition, elle a cette caractéristique d'être une fonction croissante, d'accord? Elle part de 0, c'est au minimum de l'échantillon. Elle va jusqu'à 100, au maximum de l'échantillon, on est d'accord? Donc elle est bien croissante. Elle ne peut pas décroître entre 0 et 100. Et puis, ici, s'agissant d'une variable discrète, moi j'ai envie de dire, cette fonction de répartition, parce que c'est une variable discrète, elle a une propriété particulière, c'est qu'elle est discontinue en marche d'escalier. Elle monte comme ça parce que vous avez un nombre d'entiers comme ça. D'accord? Et donc si on cherche à regarder strictement la définition, il n'y a aucune famille qui a 1,6 enfants. Donc à 1,6, il ne se passe rien. D'accord? On est dans le trou. Donc on n'est pas dans le trou, on est dans la partie plate. On est dans la partie plate. Donc voilà, elle est discontinue ici.
et en escalier, parce que c'est une variable discrète. Ok? Maintenant, si j'ai construit ceci, c'est parce que la médiane, évidemment, elle peut être déduite de cette courbe. Alors, la médiane, vous l'avez dit tout à l'heure, une manière intuitive de le voir, et c'est la bonne manière, c'est de dire, c'est ce qui divise l'échantillon en deux parties égales. Ici, vous voyez bien que si vous cherchez à diviser les familles en deux parties égales, eh ben, vous allez tomber dans un trou, d'accord? Puisque deux parties égales, c'est 50%, d'accord? C'est donc là, 50% d'un côté et donc 50% de l'autre. Et si vous cherchez à regarder quel est le nombre de familles, quel est le nombre de familles, quel est le nombre d'enfants de la famille qui est à la médiane, eh ben, vous cherchez l'intersection entre la droite horizontale au niveau de 50% et la fonction, et vous voyez, vous tombez dans un trou. D'accord? Pourquoi? Parce que soit vous dites que c'est 1, et dans ce cas-là, vous n'avez que 45,2% des familles qui ont un enfant, donc il y en a plus qui sont au-dessus en fait. Soit vous dites que c'est 2, et dans ce cas-là, vous êtes encore plus dans l'erreur, parce que vous avez 83,6% des familles qui ont un nombre inférieur ou égal à 2, et puis au-dessus, il y en a 14%. Donc moi, j'ai envie de dire que lorsque une variable est discrète, et ici, elle est vraiment discrète, une vraie variable discrète, le nombre de voitures, etc., la médiane, c'est pas un concept très opérant. C'est pas un concept très opérant. Alors, vous voyez, en fait, il y a deux types de variables discrètes. Il y a les variables discrètes de type le nombre d'enfants, le nombre de voitures. C'est clair que par nature, c'est une variable discrète. Après, vous allez me dire, mais les notes qu'on vous a mis à l'examen, elles vont de -3 à 20, avec des pas de 0,25. Donc, vous pourriez me dire, c'est aussi une variable discrète. Personne n'a eu racine de 2 comme note, d'accord? Ou personne n'a eu 3,875, parce qu'on note au quart de point. Et vous voyez que c'est une variable continue, mais que quelque part, on l'a discrétisée, nous, par l'analyse, par la manière dont on a fait notre barème. C'est pas la même chose, ok? Et puis, il y a beaucoup de monde, enfin, dans ce cas-là, il y a un pas qui est très précis, donc il y a plein de classes possibles. Peut-être que là, ça a un intérêt de calculer la médiane. C'est intéressant de savoir, si vous mettez tous les étudiants et que vous les classez par ordre de mérite, du plus mauvais, de celui qui a la note la plus basse au meilleur, d'accord? Il y avait 1016 étudiants qui passent l'interro. Vous regardez quelle est la note qui était obtenue par le 508e. C'est la médiane. D'accord? Là, le problème, c'est que si vous classez toutes les familles, de la famille la moins nombreuse à la famille la plus nombreuse, et que vous regardez au milieu de l'échantillon combien cette famille a d'enfants, vous allez trouver combien? Vous allez trouver 2. Donc, la réponse, ça peut être 2. Le problème, c'est que 2 est au milieu et il y en a énormément des familles qui ont 2 enfants. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire dans ces cas-là, c'est que, effectivement, reprenez ce raisonnement-là, on va vous dire, la médiane, on pourrait dire, d'un côté, elle n'existe pas, mais si je reprends ma méthodologie comme ça et que je classe toutes les familles, et que je regarde où c'est le milieu, je vais tomber sur une famille qui a 2 enfants, et pas un enfant. D'accord? Et donc, je vais dire, finalement, la médiane, c'est 2. Après, une fois qu'on a dit ça, il y a ce truc un peu bizarre de dire on va faire une interpolation linéaire. Alors, je trouve, faire une interpolation linéaire, c'est faire quoi? C'est faire comme si la fonction de répartition, et on le verra tout à l'heure, c'est comme faire comme si la fonction de répartition n'était pas en marge d'escalier, mais était continue par morceau, linéaire par morceau. C'est pas le cas ici. On ne va pas rejoindre le point 1 et le point 2 par une ligne artificielle. Ça serait ça, faire une interpolation linéaire. Je le fais pas. Mais je dis juste ce qu'il faudrait faire. Ça serait juste prendre ce point-là, d'accord, le rejoindre avec ce point-là par une droite, d'accord, comme ça, et dire la médiane c'est là. Ça serait ça. La médiane, ça serait ce point. La médiane serait ce point. Ça, c'est le point médiane par interpolation linéaire. Est-ce que ça a un intérêt? C'est juste expliquer que la famille qui a 2 enfants, qui est la famille médiane, d'accord, en fait, quand vous les classez, elle est assez proche, si vous l'avez mis en ordre de mérite au niveau du nombre d'enfants, elle est assez proche de celle qui a un enfant, parce qu'il y a 45,2%, d'accord, des familles qui ont un enfant. 45,2 n'est pas très éloigné de 50. Alors que 83,6 c'est très éloigné de 50. Mais faire une interpolation linéaire, pour moi ici, n'a pas de sens, n'a pas d'intérêt. Vous pouvez dire, la médiane c'est 2. Effectivement, si vous coupez les familles et que vous regardez quel est le nombre d'enfants de la famille qui est au milieu, c'est 2. Donc la réponse pour moi c'est 2. D'accord ?
voyez que la réponse qui est donnée en regardant l'intersection, là, bah, on a du mal à répondre, en fait. Mais si on réfléchit à ce principe qui est de séparer en deux, bah, on va dire que c'est 2. Et donc, moi, l'idée de faire une interpolation linéaire, ici, je ne la trouve pas du tout pertinente. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une variable qui est discrète. Et donc, on ne va pas dire, ah oui, tiens, il y a une famille ici, médiane, au milieu, qui a 1, je ne sais combien, 1,12 enfants. Tout ça parce qu'elle est à 12% dans l'ordre des gens qui sont entre 1 et 2 enfants. Je ne comprends pas très très bien ce que ça signifie. Bon, on a peut-être passé un petit peu trop de temps là-dessus, mais ça nous a permis d'introduire cette notion de fonction de répartition dans le cas d'une variable ici discrète. Ok. Pourquoi la moyenne du nombre d'enfants, du nombre moyen d'enfants par famille, la moyenne du nombre moyen d'enfants par famille, la moyenne du nombre moyen d'enfants par famille, je crois. La moyenne du nombre, c'est moi qui ai rédigé le sujet en plus, mais je ne vais pas passer beaucoup de temps. La moyenne du nombre d'enfants par famille est-elle ici un meilleur indicateur? Parce que, qu'est-ce que vous pourriez répondre à ça? Bah, regardez la médiane. Si la médiane c'est 2, avec mon principe là de classer les familles, la médiane, ça a toujours été 2. En 75, c'est 2. En 90, c'est 2. D'accord? Et en 2009, c'est toujours 2. Bon, peut-être qu'en 2024, ça passera à 1. Bon, encore faudrait-il passer de 45,9 à 50. Mais vous voyez, le nombre de familles dans lesquelles il y a un seul enfant a tendance à augmenter. Peut-être penser qu'à un moment, dans 50 ans, la médiane, ça sera 1. Mais la médiane ici, en fait, l'inconvénient qu'elle a, c'est qu'elle ne rend pas bien compte. Elle est toujours à 2, d'accord? Elle ne bouge pas. Donc elle ne rend pas compte, en fait, du fait que il y a de moins en moins de familles de un enfant. De plus en plus, pardon. Alors que la moyenne, elle en rend compte. Elle ne cesse de baisser, d'accord? Elle ne cesse de baisser. Le nombre moyen d'enfants par famille, on l'avait calculé pour quelle année? On l'avait calculé pour l'année 1990, d'accord? C'est 1,80, 2009, d'accord? Pour ce faire, hein, le nombre moyen d'enfants en 2009, on est d'accord que c'est le nombre d'enfants divisé par le nombre de familles. On est d'accord? C'est ça le nombre, la moyenne pour 2009. Hein. Prenez le nombre d'enfants, 13 760, 13 760 000, et vous le divisez par le nombre de familles, et des familles, vous en avez 7 631,3. Donc en faisant cette division, vous êtes d'accord avec moi que vous trouvez le nombre d'enfants par famille, et vous constatez que c'est 1,81 en 2009. Donc la moyenne montre une réduction de la taille des familles, d'accord, la taille du nombre d'enfants des familles, alors que la médiane ne le capture pas parce que la médiane elle est constante. Je pense que c'était ça la réponse attendue à cette question. Ok? Dernière question. Calculer l'écart type et les coefficients de variation pour 2009. Commentez leur évolution depuis 1975. Alors, comment on fait pour calculer un écart type? Comment on fait pour calculer un écart type? On calcule quoi avant de calculer l'écart type? On calcule la variance. Comment on calcule une variance? C'est quoi la variance? Il y a deux définitions de la variance. Première définition de la... deux définitions. C'est pas deux définitions. Il n'y a qu'une seule définition de la variance, mais il y a deux manières de le calculer. La variance, c'est si vous prenez une variable x qui prend ses valeurs dans k intervalle, d'accord, une variable ici comme ici, donc k qui prend k modalités, d'accord, ici, c'est la moyenne des écarts à la moyenne au carré. Donc fi est la fréquence, xi est la valeur prise par la variable, d'accord, et vous prenez cet écart, et vous lui enlevez la moyenne. La moyenne, c'est x bar, vous vous rappelez, on l'a calculé, hein, on l'a ici, hein, x bar, on vient de le calculer, c'est 1,80.
Donc c'est ça, hein, la moyenne c'est x bar. Donc la moyenne, je le rappelle ici, c'est bien la somme des fi xi, on est d'accord? De i égale 1 à k. Bon, cette formule est très opérationnelle. On peut le faire. Vous voyez, c'est un peu, il faut regarder la différence entre 1 et 1,80, etc., etc. Il y a une manière qui est souvent plus simple de calculer la variance. C'est quoi la manière qui est souvent plus simple de calculer la variance? Et c'est celle qu'on va utiliser là parce qu'elle est plus simple. Moi, je trouve que c'est plus simple à faire. C'est simplement d'observer que la variance, c'est aussi, et c'est une propriété mathématique, c'est tout le temps vrai, c'est aussi la différence entre ce qu'on appelle la moyenne quadratique, c'est-à-dire la somme des fi xi au carré. C'est ça, c'est la moyenne, c'est la variable, mais pris en carré. Donc on appelle ça la moyenne quadratique. Et la moyenne quadratique, c'est la moyenne des xi carré. Moins quoi? Moins la moyenne au carré. Et cette formule elle est plus simple à faire, parce que on va l'appliquer tout de suite. Regardez ici, la moyenne quadratique, comment vous la calculez? En 2009, vous avez la fréquence associée à 2009, c'est 0,452, on est d'accord? Le nombre d'enfants de cette fréquence, c'est 1, et 1 au carré, ça fait 1. Plus, après on continue à faire ça, 0,384, multiplié par quoi? Multiplié par 2, mais 2 au carré, c'est-à-dire 4, d'accord? Plus 0,129, voilà, ça c'est un 0, multiplié par 3 au carré, c'est-à-dire 9, on est ok? Plus, alors là on a un problème, c'est qu'il nous reste un petit bout, 3,6% des familles, alors vous allez me dire ça ne représente pas grand chose, mais ça joue un rôle, d'accord? Multiplié par combien? On pourrait prendre ces 4 enfants en plus, d'accord? On va pas mettre 4, on va mettre 5. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ce qu'on avait vu à la première question, c'est-à-dire que le nombre d'enfants moyen dans les familles de plus de 4 enfants, c'est de 5, combien on a trouvé? 5,05. Donc ici, vous allez mettre 5,5 ou 5,05? 5,5, ouais. 5,5 au carré. On est d'accord? Ce que je viens de calculer là, c'est bien la moyenne quadratique. C'est la moyenne du carré de la variable. Et puis, pour calculer la variance, d'accord, vous lui enlevez quoi? Vous lui enlevez la moyenne au carré. La moyenne, on l'a vu, c'est 1,80 au carré. Mais vous voyez que faire ce calcul, c'est plus rapide que de faire le calcul qui serait au-dessus, où on ferait à chaque fois xi moins x bar. On ferait 1,80 moins 5,5 en prenant au carré, etc. Là, on l'a fait de manière... C'est un calcul qui est plus rapide à faire de cette manière-là. Et bien sûr, c'est le calcul qui est juste. Donc si vous faites ce calcul, ok, vous aboutissez au fait que c'est égal à combien, cette variance? Vous l'avez calculé? Voilà, on a un conflit alors. Moi j'ai trouvé 0,998. Ah ouais, c'est normal, on n'a aucun conflit, c'est que... Comment? Ah, vous l'avez calculé directement à partir de là-haut, d'accord. On est quasiment... Moi j'ai trouvé 0,998. Vous avez trouvé 1,008. On est à peu près à la même chose, c'est autour de 1, d'accord. Mais je pense, malgré tout, qu'en faisant moi ce calcul, j'ai fait moins d'erreurs d'arrondi que vous. Sans aucune prétention, mais je pense que c'est un résultat qui est plus facile à obtenir de cette manière-là, parce que 3 au carré c'est 9. Alors que 5,5 moins 1,1 au carré, etc., vous voyez, vous pouvez faire des erreurs sur votre calculatrice, c'est moins robuste quelque part. Vous faites une seule fois le carré, c'est 1,80. Donc, ok, allez, on va dire que, pour ne pas vous froisser, on va dire que ça vaut à peu près 1, d'accord? On est d'accord à 3 chiffres après la virgule, on est d'accord. Ça vaut à peu près 1. Donc c'est quoi l'écart type? C'est la racine de la variance
D'accord? Et donc, l'écart type, il vaut ici 1. Ok? Il vaut ici 1. Oui? Non, l'écart type, c'est la racine de la variance. Regardez la définition de la variance et celle que j'ai indiquée là. Le problème de la variance, ici ça se voit moins, c'est que la variance, elle rend compte du carré de la variable. Elle n'est pas une distance moyenne, elle est une distance quadratique moyenne, la moyenne des distances quadratiques. Quand vous regardez la variance parmi les notes des étudiants, ce que vous regardez, c'est l'écart entre la note de chacun, la moyenne au carré. Et vous faites la moyenne de ça. Et après, vous prenez la racine. Vous allez me dire, c'est un peu compliqué, quoi. Parce qu'on mesure la distance comme étant une distance quadratique. Donc ce qu'on obtient, c'est quelque chose qui est relatif au carré de la variable. Par exemple, vous n'êtes pas à mon cours. C'est dommage, mais... Enfin, c'est pas dommage. Vous n'êtes pas à mon cours. Par exemple, la variance des notes à l'interrogation écrite il y a 3 semaines, c'est 25. 25. Si je fais la moyenne des carrés, parce que je l'ai fait hier soir, c'est 25. Mais vous voyez, 25 c'est quoi? C'est des points. La note elle est sur 20. Les gens ils sont pas à 25 points de la moyenne. C'est le carré de l'écart. C'est une moyenne des carrés. Donc pour que ça ait un sens, il faut prendre la racine. Et si vous prenez la racine de 25, vous allez trouver 5. Mais 5, c'est l'écart type. Et l'avantage de l'écart type, c'est qu'il est mesuré dans la même unité. Cette fois, ça a un sens, quoi, d'accord? La moyenne, elle est en gros à 10,7 de la promo, d'accord? Et l'écart type, c'est 5. Ce qui est d'ailleurs assez élevé, hein. Ce qui est d'ailleurs assez élevé. Ça veut dire que la moyenne des gens sont... Enfin, il y a un écartement autour de la moyenne qui est de 5. Mais dernier élément très important, c'est que l'écart type, c'est un peu compliqué. Vous prenez d'abord la moyenne quadratique, et après vous prenez sa racine. Pourquoi fait-on ça? On pourrait tout simplement prendre la valeur absolue de l'écart qui sépare chacun de la note moyenne. Donc le type qui a 8, l'étudiant qui a 8, bah, il est à 2,6 points de la note. Et puis celui qui a 14 ou qui a 15, il est à 3,4 points. On peut faire la moyenne de ces écarts absolus. C'est pas ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait la moyenne des écarts au carré et après on prend la racine. Et ça ne donne pas le même résultat. Si vous calculez sur la distribution, je vous incite à aller voir le fichier Excel dans lequel je l'ai fait, si vous calculez sur la distribution des notes des étudiants l'écart absolu moyen, qui n'est pas la même chose que l'écart type, vous n'allez pas trouver 5, vous allez trouver 4. C'est assez logique à comprendre aussi. C'est-à-dire qu'en moyenne, les gens sont à 4 points autour, ce qui est d'ailleurs assez élevé. 10,6 de moyenne. Et vous voyez, après, la moyenne des gens autour de ça, du côté négatif comme positif, c'est 4. D'accord? C'est quand même pas mal. Si vous aviez un tiers de la promo qui avait la note moyenne, un tiers de la promo qui a la note moyenne moins 4 points, et un tiers de la promo qui a la note moyenne augmentée de 4 points. Ça montre bien d'ailleurs un phénomène, qui est que, voilà, il y a des étudiants moyens, ils sont 10,6, il y a des bons étudiants, ils sont 14,6, ils sont autour de ça, et puis il y a des étudiants qui ont un petit peu plus de mal, ils sont autour de 6. D'accord? Donc c'est déjà fait, on a compris que le tiers, regardez, le tiers de ceux qui sont à 6, il faut alors qu'ils s'accrochent. C'est en deuxième année, s'il y en a qui sont ici. D'accord? Donc c'est ça l'écart type en fait. Bon. Alors, le coefficient de variation après, vous voyez que après vous allez me dire, mais si on regarde ici l'écart type du nombre d'enfants, cet écart type il baisse. Ok? Puisqu'il est passé de 1,31, 1,08 et à 1. Ça veut dire que les familles sont de plus en plus homogènes d'une certaine manière. D'accord? Comme si c'était 0, ça veut dire que toutes les familles auraient le même nombre d'enfants. Bon, ce qui est ici impossible, puisque la moyenne c'est 1, c'est combien? 1,80. Tout le monde ne peut pas avoir 1,80 enfants. Mais l'écart type il baisse. Mais vous voyez que ce qui est intéressant, c'est peut-être de calculer un indicateur qui est le coefficient de variation. Et le coefficient de variation, il rapporte la valeur de l'écart type à la valeur moyenne de la variable. D'accord? Parce que c'est pas la même chose d'avoir une variance de 1,4 s'il n'y a que des familles avec 4 enfants ou de 1,4 s'il n'y a que des familles avec 2 enfants. Donc on a envie de dire une partie de la baisse de l'écart type peut être liée peut-être à la diminution de la valeur de la moyenne. Donc on a envie de rapporter l'écart type à la moyenne.
c'est le ratio qu'il y a entre l'écart type et la moyenne. C'est une manière de normaliser la variable. Sigma est mesuré dans la même unité, c'est le nombre d'enfants, c'est l'écart en nombre d'enfants, c'est 1. D'accord? Sigma sur x bar, bah, c'est un nombre d'enfants sur un nombre d'enfants, donc c'est un nombre absolu en fait, c'est juste un pourcentage. Donc ici, si on calcule pour la dernière année, d'accord, on va trouver 1 divisé par 1,80. Je ne sais pas combien ça fait, 1 divisé par 1,80, c'est 0,555. Donc, au niveau de l'écart type, vous pouvez affirmer, vous pouvez dire que, vous voyez, l'écart type il diminue aussi. Ça signifie qu'une fois qu'on a corrigé de la diminution de la moyenne des enfants par famille, eh ben on trouve qu'il y a une baisse de l'hétérogénéité. Il y a une baisse de l'hétérogénéité parmi les familles. D'accord? Bon, peut-être pas hyper passionnant, mais c'est ça qu'on arrive. Et donc, ce coefficient de variation, vous voyez, c'est important de comprendre ça, de comprendre que la moyenne, bien sûr, elle est mesurée en nombre d'enfants, comme, et ça, vous le comprenez tout de suite. L'écart type aussi, il est mesuré en nombre d'enfants. Quand on dit 1, c'est un enfant d'écart. Et c'est un écart, la racine d'un écart quadratique moyen. Et le coefficient de variation, lui, il fait le ratio entre les deux. D'accord? C'est pas la même chose, on est d'accord, que dans la promo, il y ait un écart type de 5, si la moyenne, elle est de 8, ou si elle est de 18, ou 17, d'accord? C'est une question de relativiser l'écart. Oui. Comment quoi? Moi, franchement, le coefficient de variation, c'est sigma sur x bar. Je pense que c'est le nombre de... c'est simplement le nombre de moyens qu'il y a, le nombre moyen qu'il y a dans l'écart type. Moi, je trouve que c'est peut-être plus significatif de prendre le x bar sur sigma en sens inverse, d'accord? Vous voyez que la moyenne, elle est 2 fois plus élevée que l'écart type. Je ne vois pas ce que je peux dire de plus sur ça. Il y a un problème. Une des raisons pour lesquelles ce coefficient de variation, ça peut être un faux ami. Il y a des séries, par exemple des rendements boursiers, qui peuvent être distribués autour de 0. Ce n'est pas le cas des familles. Les familles, c'est un truc positif. Donc il n'y a pas de problème. Ça a une signification d'appliquer le coefficient de variation. Mais si vous prenez une variable qui est distribuée autour de 0, si elle vaut 0, le coefficient de variation devient infini. En moyenne. Quelle signification ça a? Aucune. Donc ce coefficient de variation ici a une signification parce que c'est une variable positive. Mais si vous regardez par exemple un rendement boursier ou un truc comme ça, dont la moyenne pourrait être 0, ben, il suffit que ce soit 0 pour que le coefficient de variation soit infini. Est-ce que ça dit quelque chose sur la manière dont elle varie? Pas du tout. D'accord? Donc, bon. C'est un concept que je n'aime pas trop. Vous remarquerez quand même que ça a été posé au partiel l'année dernière. Non, mais juste le calculer, pas non plus pas faire de philosophie. Oui? La variance, c'est la moyenne des écarts quadratiques. Non mais regardez, c'est comment on le calcule? Vous prenez la moyenne de la promo, vous faites l'écart qui vous sépare vous de la moyenne de la promo. Vous le mettez au carré, cet écart, d'accord? Vous le mettez au carré, ça fait un truc un peu bizarre, ça dilate complètement le truc. Parce que quand vous mettez au carré, quand vous mettez 2 au carré, ça fait 4, quand vous mettez 3 au carré, ça fait 9. Et si vous êtes à 5 points de la moyenne de la promo, parce que vous avez 15, ça fait 25. Vous prenez un gros poids dans le truc, parce que c'est vachement important, 25. Donc ça amplifie les différences. Donc c'est la moyenne des écarts quadratiques. Et ensuite, on prend la racine de cette moyenne. Parce que, justement, pour désamplifier ces différences. Mais en fait, on continue quand même à les amplifier. Vous allez me dire, mais pourquoi on a introduit ce concept de variance et pourquoi on ne mesure pas l'écart absolu moyen? Ce que je vous ai dit, ce que Excel fait d'ailleurs. Parce que on peut faire beaucoup de choses avec des carrés. On peut calculer beaucoup de choses. Notamment le théorème de Pythagore, etc. C'est pour ça qu'on prend le carré. La fonction valeur absolue est une fonction non dérivable compliquée à manipuler. Donc la variance, c'est ça. Donc la variance, il faut regarder l'écart type en fait, pour cette signification.
Ok, bon, on passe à l'exercice suivant, je pense. Alors, une compagnie de taxi a collecté les données suivantes sur les distances hebdomadaires parcourues par ces véhicules. 4 ont parcouru, etc. Je vais pas lire. La variable étudiée, ça c'est important, je trouve, de se demander c'est quoi la variable étudiée à chaque fois. C'est quoi le X? D'accord? Le X. Donc, ici, le X, le nombre, c'est le nombre de taxis, et le X, c'est quoi? C'est la distance parcourue. D'accord? C'est bien la distance parcourue. C'est bien ça, c'est la distance parcourue, et vous avez le nombre de taxis qui ont parcouru cette distance. Cette variable est-elle qualitative? Non. Est-elle quantitative? Oui. Est-elle discrète? Bah, non. Mais vous voyez, elle est toujours discrète parce que fatalement, je sais pas, c'est mesuré avec quelle précision? Au kilomètre, au 100 mètres près, au millier de kilomètres? Mais en fait, fondamentalement, c'est une variable continue et on doit la traiter comme telle. D'accord? C'est pas comme le nombre d'enfants. Donc, elle est quantitative continue, mais vous voyez qu'elle est regroupée en classes, comme toujours. D'accord? On pourrait avoir le relevé exhaustif. Mais même là, vous me diriez, mais non, elle n'est pas vraiment continue parce que c'est en centaines de mètres. Il faudrait le calculer en centimètres ou en millimètres. Bon. Présenter les données collectées dans un tableau. Avançons dans le truc, d'accord? Donc on nous dit, le tableau c'est toujours le même. Donc je vous incite à faire ce tableau-là. La classe, il faut regarder les effectifs. 4 ont parcouru entre 300 et 400 km, 12 entre 400 et 600, etc. Alors vous voyez, j'ai un problème, c'est que quand on me dit entre 300 et 400 km, imaginez que le chauffeur de taxi qui a parcouru exactement 400 km. Je dois décider si je le mets dans l'intervalle 300-400 ou dans l'intervalle 400-600. Ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas le mettre dans les deux à la fois. On est d'accord? Donc ça, c'est toujours un problème d'ouvert ou de fermé. Ce que je vous propose, c'est comme l'énoncé n'est pas très clair sur le sujet, et comme, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si, d'accord, c'était ceux qui avaient fait entre 300 et moins de 400 km. Donc 399,9, on est d'accord? Et le 400, ça c'est entre 400 et 600 km, 400 inclus. Donc on fait ouvert-fermé de cette manière-là. C'est un choix de modélisation, ce n'est pas une question très très intéressante. D'accord? Donc 12. Là, 8, 4 et 2. Donc dans ce tableau, c'est intéressant aussi de reporter le total. 4 plus 12, ça fait 16, 8, 24, 24, 24, 24, 28. Il y en a 30? Ok. Il y en a 30. Ensuite, on va calculer les fréquences. Donc les fréquences, c'est rapporter bien sûr les effectifs au total. Donc c'est NI sur N, et ça s'exprime en pourcentage. Donc 4 trentièmes, ça fait combien 4 trentièmes? 4 trentièmes, ça fait 13, virgule. Notons-le en pourcent, d'accord? Ça nous permet d'avoir une meilleure précision, parce que 0,13 c'est 13%, et en fait c'est 13,33, d'accord? Et mettons 2 chiffres après la virgule. 12 trentièmes, ça fait combien? 40 exactement, d'accord? Donc c'est 40,00. On met 40%. 8, ça fait combien? Combien? Allez, on avance là. 13,33. Là, ça va faire quoi? 6,66. Et là, ça fait 26,66. On est d'accord, c'est ça? 67 si vous voulez, pour que ça somme à 1. Ok? Et la somme des fréquences, bien sûr, c'est 100%, parce que j'ai bien discrétisé mon univers. D'accord? Donc évidemment, j'ai bien réparti les taxis de cette manière-là. Ok? Il y a un autre élément qui est intéressant ici, c'est que ce que vous voyez, c'est que l'amplitude des intervalles n'est pas la même. Ok? Vous voyez que cet intervalle, je ne l'ai pas mis dans le tableau, j'aurais pu le compléter. Ici, on peut rajouter l'amplitude. L'amplitude ici, elle est de 100 000 km. Ah non, c'est 100 km. 200, d'accord? 100, 200 et 100. Donc l'amplitude n'est pas la même.
Ok. Deuxième élément, on peut aussi introduire quelque chose qui peut nous être utile, c'est que, comme la classe, c'est un intervalle, on a envie de représenter cet intervalle par un nombre. Et donc une manière de représenter cet intervalle par un nombre, c'est de mettre le centre de cette classe. Évidemment, ça ne veut pas dire que les 4 taxis ont parcouru 350 km. Mais ça veut dire que si dans cette classe, les taxis se répartissent de manière uniforme, alors les moyennes des kilomètres parcourus dans cette classe, c'est 350. C'est le milieu, et je dis, le milieu, il est représentatif. Vous voyez, je ne pouvais pas faire ça avec les nombres d'enfants. Évidemment. C'est une variable continue qu'on fait ça. D'accord? 800 et 950. Bon, évidemment, ici, la notion de total, il marche mal, la notion de total n'a aucun sens. D'accord? Donc c'est intéressant, et ça, c'est l'amplitude. Alors pourquoi je fais ça? D'accord? Donc on a représenté des choses de cette manière-là. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire ensuite? Je ne sais pas ce qu'on nous demande de faire ensuite. Ah, calculer la médiane, la moyenne, la médiane et le mode. D'accord? Donc, j'ai reporté ici, pour qu'on puisse avancer vite, le tableau tel qu'on l'a complété à la page suivante, précédente. Comment vous allez faire pour calculer la moyenne ici? X bar. X bar, il faudrait faire la somme de I égale 1 à le nombre de classes, des fréquences multipliées par XI. En moyenne, combien de kilomètres ont parcouru les taxis? Le problème ici, c'est que XI, je ne l'ai pas. Et donc, ce que je vais faire, en fait, et c'est pour ça que j'ai pris le centre de la classe, c'est que je vais faire comme si, à l'intérieur de chacune des classes, le nombre moyen de kilomètres parcourus était le centre de la classe. Ok? Donc, typiquement, pour la première classe, 0,133, c'est la fréquence. Multiplié par combien? Vous voyez que si je mets 300, ça sous-estime. Si je mets 400, ça surestime. Si je mets 350, ça ne sous-estime pas, ça ne surestime pas, c'est approximatif. Mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus pertinent. Faire ça, ça revient à prendre le centre de la classe, ça revient à faire ce qu'on appelle une hypothèse d'uniformité. On fait comme si, à l'intérieur de la classe, les 4 qui sont à l'intérieur de la classe, la moyenne des kilomètres parcourus par ces 4, c'est le centre de la classe. Donc que dans la classe, d'accord, ils soient répartis de manière uniforme. Qu'il y ait autant de gens qui sont en dessous de 350, quoi, que la moyenne fasse 350. Donc c'est une hypothèse d'uniformité qu'on fait. Et c'est ça qui justifie de faire ça. Évidemment, il n'y a aucune raison de penser que ce soit exactement uniforme. Mais compte tenu des informations que j'ai, c'est ce que je peux faire de mieux. D'accord? Donc je fais cette hypothèse d'uniformité à l'intérieur des classes, et je mets 350 comme étant représentatif finalement de la classe. Et puis, là, après, je fais ce même calcul pour tous. D'accord? Donc là, le centre de la classe, c'est 500, 40%, plus 0,26, 67 multiplié par le centre de la classe, c'est 650, plus, c'est passionnant, 0,1333 multiplié par 800, d'accord, c'est le centre de la classe, plus le dernier, c'est 0,667 multiplié par 950. Vous voyez qu'ici, dans ce calcul, le fait que les classes aient des amplitudes différentes, ça n'a pas beaucoup d'importance, d'accord? Ça ne m'a pas gêné pour faire ce calcul. Je le fais et je trouve combien? Je trouve combien? 590. D'accord? C'est-à-dire 17 000. Vous voyez que c'est comme si, on est d'accord que on a 30 taxis. On a 30 taxis. On peut le faire soit avec les fréquences, soit avec les effectifs. On est d'accord, on trouvera la même chose. On a 30 taxis, et si vous faites la somme de tous les kilomètres faits par ces taxis, c'est 17 700. Donc en moyenne, un taxi a fait 590 km. Ok? C'est la moyenne. Ensuite, on nous demande de calculer la médiane, plus dur. Alors, pour calculer la médiane, on est d'accord qu'il faut essayer de couper la population des taxis en deux,
est de regarder dans quelle classe se situe le taxi qui sépare la population en deux. On est d'accord? Alors, en même temps, ce qu'on peut faire aussi, ça complète mon tableau, c'est qu'on peut calculer la fonction de fréquence cumulée. On peut sommer les fréquences. Elle est où la médiane? D'accord? Vous voyez, il y a 13,33% des taxis qui ont parcouru moins de 400 km, 53,33% des taxis qui ont parcouru moins de 600 km en absolu, d'accord? Etc., etc. Donc vous voyez que ce qu'on repère ici, c'est, si on classe les taxis, vous voyez que ce qu'on sait, c'est que le taxi médian, il va se trouver dans quelle classe? Il va se trouver dans une classe médiane. Il va se trouver dans la classe quoi? 400-600. Mais après, vous allez me dire, mais il est où dans cette classe? Est-ce qu'il est plus proche de 400 ou est-ce qu'il est plus proche de 600? Cette question n'avait pas de sens pour le nombre d'enfants. Parce qu'on savait très bien qu'à l'intérieur de la classe, tout le monde avait le même nombre d'enfants. Ici, à l'intérieur de cette classe, vous pensez que c'est 400-600. Vous voyez que 53,33% n'est pas très éloigné de 50%. Donc on peut penser qu'il est plutôt proche de 600 que plutôt proche de 400. Donc cette fois, parce que la variable est continue, ça a un sens éventuellement de faire une interpolation linéaire. On sait que la médiane appartient à cet intervalle médian. Mais où est-elle exactement? A priori, on ne peut pas répondre. Mais on peut reproduire ce que j'ai dit, l'hypothèse d'uniformité. C'est celle qui nous a permis de calculer la moyenne. On peut l'appliquer de la même manière. Pour calculer la médiane par une approximation linéaire. Et donc c'est ce qu'on va faire ici. L'intervalle médian, c'est 400-600, d'accord? Voilà. Bon, l'intervalle médian, c'est 400-600, on est OK. Mais regardez en fait ce qu'on peut dire. On va faire un petit dessin, vous allez comprendre. Ça, c'est la variable, on va représenter sa fonction de répartition. Donc ça, c'est le nombre de kilomètres. OK? Et ça, c'est la fréquence cumulée. On ne va pas tout représenter, on va représenter juste les deux points de l'intervalle médian. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'à 400, donc l'intervalle médian, c'est 400-600. Vous êtes d'accord avec moi? Et ici, j'ai mis des petits traits pour souligner que je ne fais que représenter cet intervalle-là. Je fais un effet de loupe, d'accord? À 400, le point, c'est combien? À 400, on est à 13. On est à 13,33%. 13,33% des véhicules ont parcouru moins de 400 km. Donc c'est ce point-là. D'accord? C'est le point A. À 600, vous voyez que 600 c'est beaucoup plus élevé, on est à 53,33. C'est là. Ça c'est le point B. Ok? Maintenant, où est la médiane? La médiane, c'est là, 50%. La propriété, c'est que le F de la médiane doit être égal à 50%. La médiane, c'est le nombre de kilomètres qui va séparer en deux. Ok? Donc, imaginez que dans cet intervalle, les taxis soient répartis de manière uniforme. Imaginez qu'ils soient répartis de manière uniforme. Le fait qu'ils soient répartis de manière uniforme sur cet intervalle, ça signifie quoi? Ça signifie que, bon, ici, on est d'accord, il n'y en a que 4 des taxis. Mais peut-être qu'en fait c'est 4000, je ne sais pas. Ça signifie qu'ils se répartissent sur une droite qui lie le point A au point B. Qui lie le point A au point B. Vous voyez que entre 400 et 600, vous avez la droite qui dit A à B, ça serait la fonction de densité, la fonction de répartition, pardon, excusez-moi, au cas où les taxis
sur cet intervalle étaient répartis de manière uniforme. Alors vous me direz, combien il y en a de taxis dans cet intervalle? Il y en a quand même un certain nombre. Ça signifierait que tous les taxis en fait sont sur cette droite-là. D'accord? Donc 8 taxis là, je ne sais pas combien ils sont 10, ils sont 8, je sais plus. Ils seraient sur cette droite-là. D'accord? Ils sont 12. Ils sont tous situés sur cette droite-là. Donc faire ça, faire comme si la fonction de répartition était linéaire, c'est supposer qu'il y a une uniformité à l'intérieur de la classe. Ça veut bien dire quoi? C'est quoi la pente de la droite AB? La pente de la droite AB, ça s'interprète de la manière suivante. Une pente, c'est toujours, quand vous passez de 400 à 600, le nombre de kilomètres augmente de 200. Une pente, c'est tout le temps delta Y sur delta X. Donc, quand vous passez de 400 à 600, lorsque le nombre de kilomètres augmente de 200, la fréquence, elle augmente de 40%. D'accord? Donc, si vous divisez 40% par 200, d'accord? Par 200, si vous divisez 40% par 200 km, vous allez trouver un nombre. Et ce nombre, c'est quoi? C'est 0,2%. Ceci, c'est exactement ce qu'on a appelé en cours, je ne sais pas comment Patricia appelle ça. C'est Patricia votre prof? Oui. Patricia Vendetti. Madame Vendetti. C'est 0,2%. C'est quoi cette fréquence rectifiée? C'est, ok, quand on passe de 400 à 600, ça augmente de 200, ça augmente de 40%. Ça signifie que quand on passe de 400 à 410, ça augmente de 2%. Quand on passe de 410 à 420, ça augmente de 2%. Quand on passe de 400 à 401 km, ça augmente de 0,2%. D'accord? C'est la pente. C'est la pente de cette droite. C'est la fréquence rectifiée. C'est le pourcentage de taxis par nombre de kilomètres, par kilomètre. D'accord? Évidemment, c'est fictif, puisqu'il n'y a que 12 taxis là-dedans. Donc maintenant, la médiane, comment vous allez la déduire? La médiane, elle est là. Pour la déduire, il suffit juste de prendre 50%, de trouver le point qui correspond sur la droite et de le reporter. Donc pour calculer la médiane, il suffit juste de prendre 50%, de trouver ce point que j'appelle le point M, d'accord? Et la médiane, ça va être le nombre de kilomètres fait par le taxi qui est là. C'est ça la médiane, par interpolation linéaire, d'accord? Donc, vous êtes d'accord aussi avec moi que la pente de AB, c'est aussi la pente de, j'en sais rien, de AM. Allez, c'est aussi la pente de AM. C'est aussi la pente de la droite AM, puisque M est entre A et B. Donc c'est combien la pente de AM, algébriquement? La pente de AM, c'est, à la médiane, on a 50%. Donc c'est 50% moins 13,33%. C'est-à-dire 36, j'écris comme ça, 50%, pour que ce soit clair, moins 13,33%. C'est l'augmentation ici, verticale, qu'il y a quand on passe de 13,33% à 50%. Et puis, cette distance-là, elle est simplement égale à ME moins 400. D'accord? Donc, il nous reste juste à régler le problème. D'accord? Vous voyez que ME moins 400, c'est égal à 0,2%. Je mets bien pourcent parce que 0,2 c'est 0,002, d'accord? Pourcent. Multiplié par quoi? Non, c'est pas 0,2%, c'est divisé par. Oh là là. Excusez-moi, je me suis trompé dans mon calcul. Ça arrive, hein. D'accord? C'est 50% moins 13,3%, c'est-à-dire 36,66%, divisé par 0,2%. Donc 36,66 divisé par 0,2, ça fait combien? 183,25. Donc la médiane, ça veut dire que la médiane est à 183,25 de 400. Donc la médiane, c'est 400 plus 183,25. C'est-à-dire 583,25. Ok?
Évidemment, 583,25 c'est proche de 600, c'est pas proche de 400. Parce que 53,33 est proche de 50%. D'accord? Donc c'est plutôt en haut de l'échantillon que plus bas dans l'échantillon. J'ai simplement fait ici ce qu'on appelle une approximation linéaire. Faire une approximation linéaire ici, ça a un sens parce que la variable est continue. Pour le nombre d'enfants, je n'ai pas voulu le faire parce que je trouvais que c'était pas pertinent, parce que c'était une variable discrète. D'accord? Alors que ici, faire cette hypothèse d'uniformité que j'ai indiquée, hein, cette hypothèse d'uniformité, ça a un sens. D'accord? Ça a un sens. C'est une approximation. Bon. Après, il nous reste à faire le mode. Donc on a fait la médiane, le mode. Ok. Ah oui, vous voulez faire la pause. Bon, on fait une pause de 5 minutes. Bon, je reprends. Alors, mon collègue me dit qu'il a terminé l'exercice 3. Il est plus rapide que moi. Enfin, pas pour tout. Alors, ok. Donc on continue ça. Maintenant, dernière question, le mode. Alors, le mode, pour le mode, en fait, le mode c'est quoi? C'est, j'allais dire, la fréquence dominante, ce qui est le plus fréquent. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire sur le mode? Il est où le mode? Il serait où? Est-ce que vous pouvez repérer une classe modale? Est-ce que vous pouvez repérer une classe modale? Il est où le MAD? Alors, voilà, alors là vous allez dire, mais c'est 400-600 parce qu'il y a 40%. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est 400-600, mais vous voyez que 400-600, l'amplitude, elle est 2 fois plus grande. Du coup, si vous voulez regarder le mode de manière sérieuse, là vous dites, oui, bon, classe modale, mais comme la classe où il y a 40%, évidemment, c'est celle où il y a le plus de taxis. Mais vous voyez qu'il y a une amplitude plus grande. Et donc, quelque part, pour raisonner sur ça, eh ben, il faut rectifier les fréquences. Parce que le mode, il est associé à l'histogramme. Et si vous voulez tracer l'histogramme qui est associé à ça, l'histogramme, il faut tenir compte de la largeur de la base de chacune des classes. Donc ici c'est 100, vous avez compris, ici c'est 200, ici c'est 100, ici c'est 200, ici c'est 100. Du coup, on peut rectifier. Alors évidemment, on pourrait rectifier en mettant sur une base, voilà, vous voyez bien, on va diviser en fait la fréquence par l'amplitude. Bon, ce que je vous propose, c'est que ce qu'on va simplement faire, c'est qu'on va dire, ok, on va tous ramener à des centaines de kilomètres. Donc, dans ce cas-là, ici, effectivement, bah, c'est la bonne amplitude, c'est 100, mais ici, vous voyez bien, il faut le diviser par 2. Et l'intervalle 400-600, il est divisé par 2, d'accord? Et on va faire comme si les deux avaient le même poids. Toujours la même hypothèse. On fait l'hypothèse d'uniformité à l'intérieur de la classe. En faisant ça, on fait comme si à l'intérieur de la classe, c'était réparti de manière uniforme, dans les mêmes proportions des deux côtés. D'accord? Donc mon collègue me dit, mais non, mais ça c'est complètement arbitraire. Je dis oui, mais c'est la seule manière de dire les choses, on ne peut pas en dire plus. C'est pas plus stupide qu'autre chose. Ce qui est important, c'est de comprendre que, comme c'est une variable continue, d'accord, et ben, la fonction de répartition, elle est elle-même continue. Et donc on peut essayer de la représenter de cette manière-là par des segments de droite. Et là, c'est exactement pareil. Si vous supposez que les 40% se répartissent dans les deux côtés, bah, vous avez ça. Et donc, ce que je viens de faire, c'est juste un exercice qui a consisté à rectifier les fréquences. Et si vous rectifiez les fréquences, vous voyez, bon là c'est 6,66 d'un côté et 6,66 de l'autre. C'est bien ce que vous devez faire pour tracer l'histogramme. D'accord? L'histogramme, il doit être fait avec les fréquences rectifiées, ou avec ce que j'ai appelé moi les densités de fréquences. D'accord? Et là, vous voyez bien que la classe modale, c'est 600-700. Ok? Puisque c'est là, dans la même, en mettant toutes les classes, finalement, avec la même amplitude, c'est là où il y a le plus de monde. Donc la réponse, c'est le mode, il appartient à la classe modale 600-760.
Alors, là, vous allez dire, mais ça, c'est pas le mode, c'est la classe modale. Après, savoir si c'est entre 600 et 760, je trouve que c'est une question qui n'a strictement aucun intérêt. Alors, imaginez que par hasard, ce soit 638, parce qu'il y a 2 taxis qui ont fait 638 km. Ça n'a pas de sens, d'accord? Ici, ça n'a pas de sens de calculer le mode. Vous savez ce que c'est le mode de la distribution des étudiants pour l'interrogation écrite? C'est 18,5. Il se trouve, je ne sais pas pourquoi, vous allez voir sur les données, je ne me rappelle plus, c'est de tête, hein, 18,75. Il se trouve qu'il y a 30 étudiants qui ont 18,5. Mais 18,5, pas 18,25, exactement 18,5. Donc on va dire le mode c'est 18,5. Oui, ça a un sens? Non. À côté, 18,25, il y en a 0. Je ne sais pas pourquoi, c'est juste parce que c'est pas parce qu'ils ont décidé de se donner tous 18,5. C'est juste un hasard, d'accord? Donc il y a une espèce de fragilité là-dedans dans le mode. Mais vous voyez bien d'ailleurs dans les notes d'interrogation écrite, si vous prenez strictement les notes, la note la plus fréquente c'est 18,5. Mais si après vous regroupez des notes par intervalle de 1 point, en mettant les gens avec ceux qui ont entre 0 et 1, il y en a qui ont eu -3, ceux qui ont entre -3 et -2, jusqu'à ceux qui ont eu entre 19 et 20, d'accord? Vous allez voir que le mode, l'endroit où il y a le plus d'étudiants, c'est la classe 10-11. C'est beaucoup plus cohérent, d'accord? Il y a beaucoup d'étudiants qui sont moyens, enfin, qui sont profs de la médiane ou profs de la moyenne. C'est plus rassurant, d'accord? Enfin, c'est très bien que la classe dominante ce soit 18,5 et que mais ça n'a pas de signification. Il suffirait que dans ces quelques-uns, il y en a un qui avait 18,75 et puis l'autre. Donc le mode, il est fragile de ce point de vue-là. Donc ici, si je dois répondre, je vais dire la classe modale c'est ça, d'accord? Et le mode, je me garderai bien de dire quoi que ce soit dessus. Et le jour de l'examen, je ferai attention à ce qu'on ne vous demande pas de calculer un mode alors que ça n'a pas de signification. C'est que... voilà. D'accord. Alors, quel est les quartiles? Quelle est leur unité? Bon, là c'est pareil, mon collègue me dit, mais quand même cette question est un peu... on peut refaire le coup des approximations linéaires. C'est quoi les quartiles? Les quartiles, j'ai déjà fait ça, cette histoire d'approximation linéaire. Bon, déjà, c'est quoi un quartile? Le quartile de 2, c'est quoi? Le quartile, c'est la note qui sépare, les notes qui vont séparer la population en 4 populations de taille égale. Donc vous avez ceux qui sont dans les premiers 25%, ceux qui sont entre 25% et 50%, ceux qui sont entre 50 et 64%, et ceux qui sont au-dessus de 75%. Vous regardez les notes et ça définit le quartile. Donc le quartile 2, c'est quoi? La médiane. On l'a trouvé, 583. D'accord? C'était ça, 583, c'est combien? 0,35. Le quartile 1, d'accord? Le quartile 1, il est où le quartile 1? Il est dans quelle classe? Il est dans la classe 400-600, puisque vous voyez que si vous prenez 400 ici, et 600 là, d'accord, c'est encore cassé mon truc, hein, c'est toujours mon approximation linéaire. À 400, vous êtes à 13,33. Ah, il est touché. 13,33, c'est là, d'accord? Et à 600, vous êtes à 53,33. Donc c'est entre les deux. Vous vous rappelez, c'était mon point A et mon point B. Ça c'est le point A et ça c'est le point B. Et ce que j'avais vu, c'est que si je fais une droite entre les deux, la pente de la droite AB, elle est de 0,2%. Ça veut dire qu'à l'intérieur de cet intervalle, à chaque fois que vous montez de 1 km, vous rajoutez 0,2% de gens qui ont parcouru cette distance. Donc, simple, c'est ce qu'on avait calculé. On avait calculé ce résultat-là. On a vu qu'il y avait 40% des gens qui étaient là-dedans, ça représentait 40% et que ça représente un intervalle de 200 km. Si vous divisez 40% par 200, vous trouvez cette idée-là. La pente de AB, c'est 200. Maintenant, où est le quartile? Le quartile,
la médiane, elle est aussi dans cet intervalle, on l'avait déjà repéré. La médiane, elle était là, d'accord? Elle correspond à 50%. On avait repéré le point M. C'est comme ça qu'on avait trouvé 583. Vous vous rappelez? Ça, c'est le quartile. Ça, c'est la médiane. Mais l'autre, il est où? Il est à 25%. C'est bon? Puisque c'est un quart. Il y a un quart des taxis qui ont fait moins de ce kilométrage-là. Donc on peut faire exactement la même chose. On peut tracer ici, on peut essayer de trouver le point sur cette droite. Voilà. En supposant, excusez-moi, la droite n'est pas très droite, mais c'est parce que je suis un peu tremblotant. Vous pouvez trouver le point sur cette droite, qui est le point Q1, qui correspond à ça. Et le quartile 1, c'est celui-là. D'accord? C'est ça Q1. Donc, c'est égal à quoi Q1? Q1, c'est 400. D'accord? Plus quoi? Plus combien? 400 plus la distance qui sépare 25 de 13,33. C'est combien la distance qui sépare 25 de 13,33? 25% moins 13,33%, d'accord? Et si vous voulez exprimer ça en kilomètres, vous divisez ça par 0,2%, puisque c'est la pente de la droite. Donc voilà la coordonnée du point Q1. Donc vous trouvez Q1. Combien vous avez trouvé? Ok, 458. Ah oui, 458,35. Ok. Maintenant, Q3. Il est où Q3? Alors Q3, je vous propose qu'on prenne des risques. Q3, il est où? Il est dans cet intervalle-là. Il est dans l'intervalle 600-700. D'accord? Ok? Dans l'intervalle 600-700, c'est quoi la pente? Non pas de AB, mais de... dans cet intervalle, je sais pas quoi, on va appeler ça la pente de BC. On va pas le représenter, je vais pas refaire le dessin parce que ça va me fatiguer. D'accord? La pente de BC. Vous voyez que dans cet intervalle-là, quand le nombre de kilomètres augmente de 100, donc je mets 100 en dessous, le pourcentage, lui, il passe de 53,33 à 80%. Donc il augmente de 26,67. D'accord? C'est ça, hein? Passer de 53,33 à 80, c'est augmenter de 26,67. Donc, dans ce cas-là, vous voyez que dans cet intervalle-là, la densité de fréquence est de 0,2667%. D'accord? Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on augmente un kilomètre, on rajoute 0,2667% dedans. Encore une fois, c'est en supposant l'uniformité, on est d'accord? C'est toujours la même approximation. Donc, le Q3, il est égal à combien? Il est là-dedans, c'est 600, plus la distance qui sépare 53,3% de 75, puisque Q3, vous êtes d'accord, c'est pour 75%. Ok? Donc, plus 75% moins 53,33%, c'est exactement la même démarche que ce que j'ai fait précédemment, hein, d'accord? Là, je suis à 53,33%, divisé par combien? Par 0,2667%. Et on trouve combien? « 681,25. Très bien. Bon, c'est un peu calculatoire. Hein. Parce que me disait Gunther, mon collègue, il me disait 600. Okay. Il me disait, mon collègue Gunther, il me disait, non mais moi j'aurais pas fait ça, on l'aurait déjà... Voilà, Q3, c'est à peu près là. À chaque fois, sous l'hypothèse d'uniformité à l'intérieur des classes. D'accord?
C'est comme ça qu'on a fait ça, et c'est ça qui justifie la démarche qu'on a eue de faire cette approximation linéaire. Ok? Après, vous pouvez critiquer cette hypothèse, me dire qu'elle n'est pas vraie. Dans ce cas-là, je vais vous dire, bah oui, c'est vrai, vous avez certainement raison. Faire des approximations linéaires dans la vie, c'est souvent utile. Hein. Bah, la plupart des gens font des approximations linéaires, sans le savoir. C'est des règles de 3, en fait. Bon. Ok. Ah. Représenter graphiquement la distribution ainsi que la distribution cumulée. Donc, la distribution, pour moi, ici, c'est représenter l'histogramme. D'accord? C'est représenter l'histogramme. On est donc d'accord que quand on représente l'histogramme, bon, ça peut être ici en nombre de taxis ou en pourcentage, ou des pourcentages, d'accord, c'est la même échelle. Vous voyez qu'effectivement, ici dans son dessin, on a bien tenu compte de l'amplitude qui est différente, et donc on a rectifié les fréquences. Ici, on est d'accord que les 12, comme on les a mis sur un truc de 200, eh ben on l'a mis à 6. Pourquoi? Parce que la base de l'histogramme, c'est que la surface totale des rectangles doit être égale à 1. D'accord? Doit être égale à 1. Et donc il y a cette discipline qui fait qu'on doit rectifier les fréquences. Et donc c'est comme ça qu'on a repéré effectivement que le mode était là. D'accord? Que le mode était là. On a fait les fréquences rectifiées. Le fait de supposer que la fréquence soit constante dans les intervalles, c'est aussi l'hypothèse d'uniformité. D'accord? Donc si vous acceptez de faire ça, ça veut dire que derrière, vous considérez aussi que la fonction de répartition est linéaire. Parce que la fonction de répartition, pour ceux qui s'intéressent aux mathématiques, d'accord, c'est juste l'intégrale de cette fonction-là. C'est la surface qui correspond à cette fonction-là quand on avance le nombre de kilomètres. Ah oui, alors je sais que Patricia est adepte de cette méthode, puisque j'ai dû retirer ça d'un fichier Excel que j'avais à ma disposition. Elle est adepte de la méthode des segments. J'ai essayé de réfléchir à ce que signifiait cette méthode, et cette méthode pour moi, c'est juste, je ne comprends pas l'intérêt de cette méthode. Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. On pourrait aussi faire, je sais pas, ici faire une courbe comme ça, et puis faire l'intersection avec un ovale, enfin. Ok, très bien. Deux courbes se mais bon, du coup, moi, je ne suis pas... Et donc, j'évite que dans l'examen, il y ait une question qui soit posée là-dessus, parce que moi, je n'emballe pas mes étudiants. Donc, bon. Voilà. Non, on ne peut pas être d'accord sur tout. De la même manière, d'accord, représenter graphiquement la distribution. Donc là, je suis parfaitement d'accord. Et vous voyez, bah là, c'est notre point A, là, c'est notre point B, là, c'est notre point C, et là, c'est notre point D. Et puis, il y a même un point E qui est là, d'accord? Donc, quand on lit tout ça par des droites, on est d'accord qu'on fait comme si, à l'intérieur des classes, c'était réparti de manière uniforme. Même si ça ne l'est pas, en fait, globalement. Évidemment, tous les taxis, vous voyez, on voit bien que la distribution ici, tous les taxis ne font pas la même distance. Il y en a beaucoup qui sont entre 500 et 700, en gros. Hein. Mais on va supposer ici que à l'intérieur de chaque classe, c'est uniforme. Et donc, on a cette répartition-là. Retrouver quand c'est possible les valeurs calculées précédemment. Donc Q1, on avait trouvé, je ne sais plus combien, 458, d'accord. ME, on avait trouvé 583, et Q3, on avait trouvé 681. Donc vous voyez, ça fonctionne à peu près, hein, c'est bien comme ça qu'on les a trouvés, donc c'est pas très surprenant. Ok? Donc si on vous demande de représenter ça, vous allez le lier par des segments de droite, parce que vous faites l'hypothèse d'uniformité. Ah, calculer l'écart type. Alors l'écart type, pour calculer l'écart type, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer la variance. Pour calculer la variance, on est d'accord que pour calculer la variance, il y a deux manières de le faire. Soit vous le faites à partir de la formule directe, mais il faudrait le faire, quoi. Soit vous le faites à partir
de la formule qui est la moyenne quadratique de la variable moins, vous voyez, c'est un peu subtil là ce que j'écris, le carré de la moyenne. Vous voyez, vous avez compris, la moyenne quadratique, c'est la moyenne des carrés, et le carré de la moyenne, c'est la moyenne au carré. Et la moyenne, c'est la somme des fxi. Mais vous voyez que le carré, il porte sur l'intégralité. On a calculé la moyenne déjà? On avait calculé ou pas? Ah oui, super, on avait trouvé combien? 590. Ok, super. Bon, donc, comment on va faire ce calcul? On va prendre les fréquences. Donc la première fréquence, c'est combien? C'est 0. Enfin, on peut le faire d'une autre manière. Hein. Comme la fréquence, c'est ni sur n, ce qu'on peut faire, c'est, on peut le faire de manière alternative, on peut prendre 4, ici, il y en a 4 dans la première catégorie. On va prendre la variable au carré. Et la variable au carré qu'on va prendre, c'est quoi? C'est pas très bien ce qu'il faut qu'on prenne. 300 ou 400? On va prendre 350, pourquoi? Parce qu'on suppose que c'est uniforme à l'intérieur. On prend le centre de la classe. Toujours la même hypothèse. C'est une approximation. 4. Là, ça va être 12 fois 500 au carré, plus, on est à quoi? 8 fois 650 au carré, d'accord? Plus 4 fois 800 au carré, plus 2 fois 950 au carré. Ok? Alors attention, comme on n'a pas raisonné en termes de fréquence, évidemment il faut faire la moyenne. On a mis les effectifs. D'accord? Donc il faut que je divise tout ça par 30, on est d'accord? Parce qu'il y a 30 taxis, donc on fait une moyenne. En fait, comme j'ai mis les effectifs, 4, 12, 8, etc., pour avoir la même chose en termes de fréquence, il ne faut pas que j'oublie de diviser par les fréquences. Bon, de toute façon, on s'en serait rendu compte, je pense que... Et puis, on enlève 590 au carré. Ok? Alternativement, on aurait pu faire la différence entre 350 et 590 au carré, etc., et on aurait trouvé le même résultat. En général, c'est plus facile de le faire de cette manière-là. Et donc là, on trouve la moyenne quadratique, c'est 374 500. Donc c'est un nombre élevé, d'accord? Parce que c'est un carré de beaucoup de choses. Moins 590 au carré, c'est 348 100. D'accord? Et vous trouvez 26 400. C'est ça que vous avez trouvé? Ok? Maintenant, vous avez trouvé ça? Bon. On va dire que vous auriez dû trouver ça. C'est quand même mieux quand on est plusieurs à trouver le résultat. Maintenant, l'écart type, c'est la racine de la variance. Donc si vous calculez la racine de la variance, vous trouvez 162,5. Et 162,5, ce sont des kilomètres. Les autres, ce n'est pas des kilomètres au carré. Kilomètres carrés, c'est des notions de surface. Et 26 400, évidemment, c'est quelque chose qui est au carré. D'accord? Donc si vous voulez vous ramener à quelque chose qui s'exprime en termes d'un écart moyen et qui a une signification, et qui est comparé à la variance, qui est comparé à la moyenne, qui est de 590, d'accord, c'est 162,5. Donc l'écart type, il a cet avantage d'être exprimé dans la même unité que l'unité dans laquelle est exprimée la moyenne, la variable, tout simplement. Oui? Laquelle? La première qu'on a mise, c'est une propriété. C'est un rappel de cours. Hein. Mais je suis là pour ça. La formule de la variance, c'est celle-là. Ok? C'est celle que vous avez vue. Ok? Maintenant, si vous faites le développement limité, vous voyez que xi moins x bar au carré, c'est égal à quoi? C'est égal à xi carré plus x bar au carré
moins 2xi, x bar. D'accord? Vous voyez que je peux distribuer après la somme des fréquences. J'ai un premier terme, somme des fi, xi carré. J'ai un deuxième terme, plus x bar au carré, somme des fi. Mais attention, le x bar ne dépend pas de i. Donc x bar au carré, somme des fi, ça fait en fait x bar, puisque la somme des fréquences est égale à 1. Le x bar au carré ici ne dépend pas de i, c'est un nombre. Je peux faire le passer devant somme. Ici la somme sur i. Et puis le dernier terme, c'est moins 2 fois x bar. Le x bar qui est là, pareil, il n'est pas indicé par i. Donc je peux le faire passer dans somme. Somme de i des fi xi. C'est terminé. Ça, c'est la somme des fi xi carré. D'accord? Somme des fi, c'est égal à 1. Par propriété, c'est des fréquences. Donc ça, c'est égal à x bar au carré. Moins 2x bar. Et ça, la somme des fi xi, c'est précisément égal à x bar. Donc ça fait moins 2x bar, x bar. Donc vous voyez bien que ce qui reste, ici, c'est moins 2x bar au carré. Et donc on a ce résultat qui nous dit que la variance, c'est aussi la moyenne quadratique moins la moyenne des carrés. Franchement, c'est un résultat important. Enfin, important. Ouais, si on peut dire. C'est une manière de calculer la variance qui est plus rapide, d'accord? Qui peut être plus rapide. Donc utilisez-la. En général, c'est plus facile de faire comme ça que de faire le carré à chaque fois des écarts. Vous devez faire. Donc c'est juste l'intérêt et la démonstration et ça ne pose pas de problème. Ok. Donc on y va, on continue. Après ce petit rappel de cours. Ah, une deuxième compagnie qui compte le même nombre de chauffeurs de taxi que la première et qui pratique les mêmes tarifs. Les valeurs constatées sont 610 pour la moyenne et 80 pour les quartiers. Donc on a la compagnie A et la compagnie B. X bar, on a X bar et sigma. Et ce que l'on voit, c'est que dans la compagnie A, on fait 590 km, c'est ce à quoi on est arrivé. Hein. Dans la compagnie B, on en fait 610. Donc on en fait un peu plus. Mais on voit que dans la compagnie B, d'accord, il y a moins de disparité que dans la compagnie A. Sur la compagnie A, l'écart type est de 162, 162,5. Mais 162 parce que c'est pas très important. Laquelle des deux compagnies réalise le chiffre d'affaires le plus élevé? On suppose qu'elles ont le même prix, qu'elles tarifient de la même manière. Il aurait peut-être fallu l'ajouter. D'accord? Quelle est celle qui fait le chiffre d'affaires le plus élevé? Le prix moyen de la course est toujours le même. Le prix moyen de la course au kilomètre est toujours le même. D'accord? Donc, c'est quoi le chiffre d'affaires? C'est le nombre de kilomètres. C'est le nombre de kilomètres moyen parcouru par taxi, x bar, multiplié par le nombre de taxis, n. Vous êtes d'accord que si je fais n fois x bar, j'ai le nombre total de kilomètres parcourus par la compagnie. D'accord? Le chiffre d'affaires, c'est ça. Multiplié par le prix de la course par kilomètre. D'accord? Ok? C'est ça hein, le chiffre d'affaires. L'écart type, évidemment, n'intervient pas dans le calcul du chiffre d'affaires. Prenez le nombre de taxis. En moyenne, un taxi, il a fait 610 ou 590, et le prix est le même. Donc évidemment, que comme les deux compagnies ont le même nombre de taxis, d'accord, et ben, le chiffre d'affaires de B est supérieur au chiffre d'affaires de A. Vous êtes d'accord? Ok? Je sais pas si c'est une question piège. La moyenne nous indique le nombre de kilomètres par taxi. Donc après, si tous les kilomètres sont payés de la même manière dans les deux compagnies, vous en déduisez tout le résultat. Dernière question, 8. Si les compagnies décidaient d'accorder un bonus aux chauffeurs dépassant les 700 km par semaine, à laquelle les deux compagnies cette décision risquerait-elle de coûter le plus cher? Cette question est un peu subtile en fait. Enfin subtile, je sais pas. C'est que, vous voyez que d'un côté, la compagnie A, les gens font moins de kilomètres, mais il y a plus de disparité. Les chauffeurs de taxi dans la compagnie A
sont plus dispersés que dans la compagnie B. L'écart type est plus grand. D'accord? La différence de X bar est très faible, 20 km, d'accord, bon, ça joue, hein, c'est 20 km, alors que le sigma est 2 fois plus élevé dans la compagnie A que dans la compagnie B. Dans la compagnie A que dans la compagnie B. Donc, en fait, la compagnie A en moyenne fait moins de kilomètres, mais elle a plus de chauffeurs extrêmes. Soit des chauffeurs qui font peu de kilomètres, soit des chauffeurs qui en font beaucoup. Alors que la compagnie B, elle est plus homogène. Il y a un indicateur qui est intéressant, qui est de faire ce qu'on appelle des intervalles de confiance. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de construire un intervalle, de regarder ce qui se passe en regardant quel est l'intervalle x bar moins sigma et x bar plus sigma. Combien il y a de c'est quoi la largeur de cet intervalle? Et on peut penser que si la fonction de distribution est à peu près ce qu'on appelle normale, en fait, normale c'est un nom mathématique, c'est une courbe gaussienne, on peut penser que en fait, sur un intervalle de ce type-là, l'intervalle de ce type-là, il contient le même nombre d'individus dans les deux compagnies. Donc si vous regardez x bar moins sigma dans la compagnie A, vous voyez que 590 moins 162, c'est égal à combien? C'est égal à 428. 590 plus 162, c'est égal à 752. C'est cet intervalle-là pour la compagnie A. Alors que pour la compagnie B, ok, vous voyez, 610 moins 80, c'est égal à 530, et 610 plus 80, c'est égal à 690. Et on peut accepter cette idée que lorsque la loi est normale, lorsque la répartition des gens suit une certaine normalité, il va y avoir autant en proportion de gens dans cet intervalle-là dans A que dans B. Et simplement, dans B, l'intervalle il est plus restreint, parce que les kilométrages effectués par les chauffeurs de taxi sont plus concentrés. C'est un petit peu difficile de dire ça, comme ça. Donc, à laquelle des deux compagnies cette décision risquerait-elle de coûter le plus cher? En fait, on voit qu'il y a toutes les chances qu'il y ait plus de taximans dans la compagnie A qui fassent plus de 700 km que dans la compagnie B. J'ai dit toutes les chances, ça ne veut rien dire. C'est simplement parce que la dispersion des chauffeurs de taxi est plus grande que dans la A que dans la B. Je n'ai pas d'autre argument à donner. D'accord? Je n'ai pas d'autre argument à donner. Donc c'est pas... Cette idée est intéressante. En fait, vous pouvez montrer que la proportion des gens, quand une loi est relativement normale, vous pouvez montrer que la proportion des gens qui s'éloignent d'un ou deux écarts types, d'un multiple de l'écart type de la valeur moyenne, est toujours la même. D'accord? Donc finalement, quand on regarde ces intervalles ici, le sigma, il nous donne quand même une idée sur la proportion de gens qui peuvent dépasser certaines valeurs ou rester inférieurs à d'autres. Donc ici, comme dans la compagnie B, c'est plus homogène, et ben c'est la compagnie A que ça va coûter plus cher, même si la moyenne des kilométrages dans la compagnie A est légèrement inférieure à celui de la compagnie B. D'accord? Donc cette fois, ça a le fait que sigma A soit supérieur à sigma B, bah, ça va faire que c'est plus coûteux, c'est certainement plus coûteux pour A que pour B. Bon, Gunther, il va réussir à finir. Il est quelle heure là? 11h43, 17 minutes. On y va. Non, parce que je vous rappelle que dans 15 jours, c'est dans 15 jours qu'on va se retrouver dans l'amphithéâtre. Dans 15 jours, le programme de latéraux, c'est des E3 et 4. C'est pas grave. Hier soir, je me suis rassuré, j'ai regardé en préparant le truc un peu rapidement. J'ai vu que l'année dernière, l'exercice 4, vous n'avez pas notamment plus totalement fait. Donc, ça veut dire que, alors que j'avais une séance de plus, donc on a encore plus traîné. Et non, on traîne trop, hein, franchement, on n'avance pas assez vite. Et du coup, j'ai fait comme pour mon cours de mardi où je suis pas là, c'est que je l'ai mis sur ma chaîne YouTube. Donc après, les étudiants, ok, on l'a pas fait, je le mets sur ma chaîne YouTube. Et comme ça, c'est vu. Et ça n'a pas tellement été regardé. Hein.
Hier, j'ai voulu faire un direct sur ma chaîne YouTube, c'était un échec total. En fait, j'avais comme objectif de... Comme je ne fais pas mon cours mardi, parce que là, juste après, je pars dans un week-end prolongé au soleil. Calmons-nous. Je rentre mardi à 4h. J'avais pas fait attention. Et donc, je m'étais dit, super, je vais pouvoir faire mon week-end. On est au même endroit maintenant, ça... Et je m'étais dit, bon, super, je vais faire mon truc depuis la plage. En fait, je serai dans l'avion mardi en rentrant. Mais j'ai pas trouvé le temps, et donc je l'ai fait hier dans mon bureau. Hier, j'ai fait mon cours dans mon bureau tout seul. C'était assez horrible. Hein. Et c'est sur la chaîne YouTube aussi, hein, vous pouvez aller le voir. Allez, on y va. Le tamis, si décrit la distribution des salaires mensuels nets. Blabla. Donc cette fois, on a les déciles. Donc les déciles, vous avez compris que c'est un découpage de 10%, d'accord, jusqu'à 90%. Et vous voyez que là, on nous ajoute 95% et 99%. Ok, c'est ça les données qu'on nous donne. Combien gagne la classe moyenne si on la définit comme les 40% des salariés qui sont au milieu de la distribution? Ça veut dire quoi, les 40% qui sont au milieu de la distribution? Les 40% qui sont au milieu de la distribution. Pour moi, ça veut dire c'est ceux qui sont entre 40% au milieu de la distribution. C'est ceux qui sont entre 30% et quoi? 70%. 100% c'est égal à 30 plus 40 plus 30. Quand je dis je vais prendre les 30% qui sont au milieu de la distribution, d'accord, c'est que je prends tous les gens, si je classe les gens par ordre de salaire et que j'ai 100 personnes dans la salle, la classe moyenne, c'est ceux qui vont être numérotés de 30 à 70. C'est ça la définition. Vous êtes d'accord? Combien ils gagnent? 1428, puisque c'est le décile 3. Le décile 3, c'est le salaire qui est perçu, par l'individu qui est à 30%. Donc il y a 30% des individus qui gagnent moins de 1428. D'accord? Et il y en a 70% qui gagnent moins de 2156. Donc ça veut dire qu'il y en a 30% qui gagnent plus de 2156. Donc c'est ça la définition de la classe moyenne ici. On est OK? Très bien. Les salariés qui ne sont ni dans les 30% les plus pauvres, ni dans les 20% les plus riches. Donc on va encore prendre du 30%, d'accord? Mais ni dans les 20% les plus riches, cette fois on va déplacer un peu, on va aller jusqu'à 80%. D'accord? Donc ils représentent 50%, mais ils sont entre 30 et 60 et 80. Vous ne prenez pas vraiment au milieu, vous faites déborder la classe moyenne sur les riches, quoi. Donc, évidemment, dans ce cas-là, ils gagnent entre 1428 et combien? Et 2569. Ok? Bon. Ça va. C'était la première question, c'était assez facile. Vous avez compris, hein? Ça, c'est les déciles, et ça, c'est les centiles. Donc les centiles, ça signifie qu'il y a 1% des gens, d'accord, dont 1%, il y a 1% des gens dont le salaire est supérieur, le revenu, je ne sais pas ce que c'est les salaires mensuels, est supérieur à 7817. D'accord, c'est ça, hein. Quand on dit 7817, il y a 1% des gens qui gagnent plus de 7817 € par mois? Par mois. D'accord. Ok. Bon, et là, vous avez la moyenne. 2100. C'est un salaire mensuel net. Hein. Ok. La classe moyenne inclut-elle le salaire moyen, le salaire médian? Bah, comme je ne me rappelle plus ce que c'est. Alors, on y va. On va regarder. On va répondre là. Question 2. Le salaire moyen, il est de 2130. Oui, elle inclut le salaire moyen, heureusement. D'accord? Inclut-elle le salaire médian? Il est où le salaire médian? Il est là. Bah oui, il est celui qui est à 50%. D'accord? Donc 1712 est évidemment dans la classe moyenne, puisque c'est entre 30 et 70, c'est aussi entre 30 et 80. Bon. Si vous commencez à avoir une classe moyenne qui n'incorpore pas ni celui qui gagne le salaire moyen, ni celui qui gagne le salaire médian,
ça devient un peu une société un peu tordue, hein, d'accord? Une manière de définir la classe moyenne qui est un peu étonnante. Ok? Donc, la réponse c'est oui, oui. Okay. Alors, il ne faut pas que je loupe mon avion. Hein. Ok, ça on l'a fait. Ah, c'est quoi la question? Non, vous ne croyez pas qu'à chaque fois je débarque. Hein. Calculer le rapport interdécile commenté. C'était ça la question? Alors, franchement, moi je trouve qu'il y a un truc intéressant à dire là, mais qui n'est pas posé dans l'exercice. C'est que, à partir de ces données, je les ai reconstituées ici, et je l'ai fait sur un fichier Excel que je mis sur le NT. À partir de ces données, en fait, je peux, en quelque sorte, reconstituer la fonction densité et la fonction de répartition. Vous voyez, dans le premier intervalle, d'accord, c'est ma première classe, c'est entre 0 et 1170, j'ai 10% des gens, 10% des gens dans la suivante, 10% dans celle d'après, 10%, etc. Et jusqu'au dernier, vous voyez que entre C95 et C99, c'est 4356 et 7817, j'ai 4% des gens, puisque 7817 et C99. Donc, je peux de cette manière-là, en quelque sorte, reconstituer la courbe des fréquences. D'accord? Ok? Je peux faire ça. Je l'ai fait sur Excel. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je peux très bien aussi prendre le niveau de salaire qui représente la classe. J'aurais pu prendre le centre de la classe à chaque fois. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Pourquoi c'est pas ce que j'ai fait? Parce que je pense que, et ils sont nombreux, ceux qui gagnent entre 0 et 1170, ils gagnent plutôt 1170 parce que, heureusement, il y a peu de gens qui gagnent 0. D'accord? Il y a un salaire minimum. Donc, j'ai plutôt intérêt à prendre comme niveau représentant la classe, non pas le centre de la classe comme je l'ai fait pour les taxis, mais plutôt l'extrémité de la classe. Et vous voyez, si je fais ça, je peux reconstituer une moyenne qui est de 2328, qui n'est pas exactement la même. Elle est un peu supérieure parce que mon hypothèse est peut-être un peu extrême. C'est normal qu'elle soit un peu au-dessus. Parce que j'ai fait comme si tous ceux qui gagnaient entre 0 et 1170 gagnaient 1170. Donc je les ai tous mis au taquet, au bout. Évidemment, c'est une hypothèse qui c'est une borne supérieure en fait. Donc on peut faire ça avec ces données. Ça va nous être utile après pour la suite. Calculer le rapport interdécile. C'est quoi le rapport interdécile? C'est D9 sur D1. Donc combien de fois de plus gagne celui qui est à 90% par rapport à celui qui est à 10%? Donc 3400 divisé par 1170. Ça fait combien? Je ne l'ai pas calculé moi. Il fallait que je prépare mon voyage hier. 3400 divisé par 1170. 2,91. D'accord. Donc là, il gagne 2,91 fois plus. Ça, c'est sur les salaires nets. D'accord? Maintenant, si vous le regardez sur le revenu disponible, ce rapport interdécile, il est de combien? Il est de 3,56. D'accord? Et donc vous voyez qu'il est supérieur. Ça signifie qu'il y a plus d'inégalités, de certaine manière, plus d'écart entre le ménage qui est à 10% et le ménage qui est à 90% en termes de rapport, qu'entre le salarié qui est à 90% et le salarié qui est à 10%. Pourquoi? Ça peut paraître paradoxal. Dans le revenu disponible, vous devez comptabiliser quoi? Vous devez comptabiliser, enlever les impôts, ajouter les prestations sociales. D'accord? Donc c'est des choses qui devraient réduire l'écart. Et en fait, vous voyez que ça ne réduit pas l'écart, ça l'augmente. Pourquoi, à votre avis? C'est juste une question d'économiste, ça, c'est pas une question de statisticien. C'est paradoxal. On aurait pensé que le revenu disponible, il tient compte de la redistribution. Mais il y a deux éléments qu'il faut ajouter. C'est que le revenu disponible, il intègre le revenu du capital,
donc le revenu du patrimoine, alors que le salaire ne l'intègre pas. Et on sait que les gens qui ont des salaires plus élevés ont aussi souvent du revenu disponible plus élevé, quoi. Qu'il y a plus d'inégalité dans les revenus du patrimoine que dans les revenus salariaux. Donc c'est ce qui peut expliquer ça. D'accord? Donc ça veut dire que cette inégalité, c'est un facteur qui explique que ça augmente. Il y en a un autre qui explique que ça augmente aussi, c'est que le premier échantillon, c'est les individus. Le deuxième, c'est les ménages. Et il se trouve bien souvent que les gens qui gagnent de l'argent se marient ensemble. D'accord? Donc, ça contribue aussi à augmenter l'écart. D'accord? Il n'y a plus d'inégalité entre les ménages qu'entre les individus parce que les individus riches, enfin, qui ont des salaires importants, ont tendance à se marier ensemble. Et il y a quelque chose qui va réduire cet écart, c'est la fiscalité, ou les prestations sociales, ce que vous voulez. Donc c'est pas totalement étonnant. Ok. Comparer cette valeur, donc je l'ai fait. Donc ici, il y a plus d'inégalité. De cette manière-là, on peut dire ça. Ok. 5 minutes. Ben, on l'a déjà fait, ça. D'accord? Ça, on l'a déjà fait. Ok. On s'intéresse maintenant à la masse des revenus détenus par chaque groupe de ménages. Les 10% les plus pauvres aux 10% les plus riches. Donc, cette fois, on est sur le revenu, on n'est plus sur le salaire. D'accord? Donc, ce qu'on nous donne ici, c'est la masse des revenus détenus par chaque tranche. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les 10% les plus pauvres et on a calculé l'intégralité de leurs revenus. La somme de tous les revenus qu'ils ont. Donc, les 10% les plus pauvres, ils ont un revenu de 49 milliards au total. Alors que les 10% les plus riches ont un revenu de 354 milliards. Ok? C'est normal, ils sont plus riches. Enfin, de combien? Ben justement, on voit la différence. On peut calculer ça en part totale du revenu. Comment on peut faire? Vous voyez que on est dans une variable en fait où si on la somme, ça fait 1416 milliards ou 1400 milliards, c'est la somme totale des revenus disponibles. Donc bien sûr que l'on peut calculer à chaque fois ici en part totale du revenu. Et donc le premier nombre ici en 2011, c'est juste 49 578 divisé par 1416 milliards. D'accord? Et donc combien on trouve? Vous l'avez fait ou pas? Combien? 3,5%. Et là, ici, vous trouvez combien? Non, en haut, le plus riche. 25. Donc maintenant, vous voyez bien que quand vous regardez cette colonne, vous voyez que les 10% les plus pauvres n'ont à leur disposition que 3,6% du revenu total. Et les 10% les plus riches ont à leur disposition 25% du revenu total. C'est normal, il y a des pauvres et des riches. C'est normal que le premier chiffre soit inférieur. Mais vous voyez que l'ampleur de l'écart entre les 10% et les 3,5% vous fournit une manière de mesurer les inégalités. Et cette manière de mesurer les inégalités consiste à construire une courbe qui est ce qu'on appelle la courbe de Lorenz. Elle vous l'a fait, Patricia, en cours déjà? Ah, c'est bien, vous savez ce que c'est. Courbe de Lorenz. Ok. Vous placez dans une petite boîte, on terminera là-dessus. Placez dans une petite boîte, un carré en fait. On construit un carré. Et ici, juste un instant, ici on met la part des revenus détenus, la part des revenus globaux détenus par le ménage, et là on met la part des ménages. Donc on est d'accord que 100% des ménages détiennent 100% des revenus. Ok? 0% des ménages
détient 0% des revenus. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous considérez la diagonale, elle vous indiquerait que, par exemple, 50% des ménages détiendraient 50% des revenus. Excusez-moi. Là, c'est la part des ménages, et de l'autre côté, c'est la part des revenus. Vous voyez, ça, j'ai trop vite. Ce qu'on nous dit ici, c'est que 10% des ménages détiennent 3,5% des revenus. 20% des ménages détient combien? 3,6 plus 5,4, ça fait 9%. Là, ça fait 9%. Et vous voyez que 90% des ménages ne détiennent que 75% des revenus. Donc on est là. Et donc la distribution n'est pas égalitaire, elle n'est pas sur la diagonale. La distribution, elle est inégalitaire. Et ce que je viens de tracer ici, c'est la courbe de Lorenz. Un peu rapide, non? Ok. Donc, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube. Bon, bah, passez un bon week-end. Hein. Merci.